Bonjour, je suis le docteur Patrick Vinet. Je suis un médecin de soins palliatifs depuis maintenant une dizaine d'années et très intéressé à cette médecine de la fin de la vie. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la pensée du bien portant et la pensée du malade. Le bien portant, c'est vous et moi. Nous partons dans la vie très intéressés par ce qu'on a à y faire, par notre travail, par nos relations, et on a les deux mains sur le volant et on conduit vers un but qui donne en quelque sorte un sens à notre vie. Le bien portant, il est presque intoxiqué par sa caractéristique de bien portant. Et quand il voit le malade, il se sent un peu mal à l'aise. Et il se dit, moi je ne veux pas être comme lui. Si un jour je suis comme ça, donnez-moi une petite piqûre puis laissez-moi partir rapidement. La vie du malade, il ne la comprend pas. Et puis un jour, il devient lui-même malade. Et cela va prendre 2, 3 années de va-et-vient entre des hôpitaux, des traitements, des malades qui sont malades comme lui, pour qu'il arrive à comprendre tout à coup que la vie, sa vie, vient de changer, vient de basculer. Ce qu'il priorisait n'est plus très important. Et ce qu'il négligeait devient très, très important. C'est un peu comme si sa vie avait été mise dans un grand tamis. Et dans le grand tamis, toutes ses priorités sont là. Et il y a beaucoup de petites priorités très inutiles ou très peu importantes, comme par exemple changer les pneus d'auto, refaire la cuisine, terminer le garage, badabadabada. Et la maladie a brassé le tamis. Et au cours des 2 dernières années de sa vie, ce tamis a été tellement brassé que toutes les petites priorités sont tombées. Il ne reste que des priorités lourdes, qui ont tout un nom propre. C'est mon frère à qui je n'ai pas parlé depuis 10 ans. C'est mon ex avec qui je me suis séparé de façon non tout à fait satisfaisante. Ces priorités à nom propre, voilà qu'elles ont maintenant une grande importance. Cela devient urgent de faire quelque chose. Elles prennent une place. Et il me reste peu de temps. Ayant peu de temps, c'est maintenant le moment d'activer la question. Et ces changements, je vous en donne un exemple. Voilà un changement important de façon de juger. Docteur, vous voyez la madame qui rentre dans la chambre? Ça, c'est la fille de mon 2e garçon. Je m'excuse. Pas la fille, l'épouse de mon 2e garçon. Ils sont mariés depuis 4 ans. Eh bien, 1 an avant leur mariage, je suis allé manger avec mon garçon. Et je lui ai dit, tu sais, fais bien attention, cette femme-là n'est pas assez bien pour toi. Et aujourd'hui, c'est la seule de mes belles-filles qui vient me voir toutes les semaines. Il n'avait pas jugé sur les mêmes choses. Son jugement a changé. Docteur, samedi, ne me donnez pas trop de morphine. Elle vient me voir, j'ai quelque chose à lui dire. Ça fait 2 ans que je ne lui ai pas parlé. Il aurait bien pu y parler avant. Mais avant, la priorité ne s'imposait pas. Maintenant, elle s'impose. Et c'est un devoir et un désir identitaire d'expression de lui-même, de dire quelque chose qu'il n'avait pas pu dire. Et c'est maintenant qu'il faut le dire. Et c'est tellement prioritaire qu'il ne veut surtout pas avoir de morphine, même s'il avait un peu de mal, au cas où son esprit ne serait pas parfaitement clair, pour dire ce qu'il a à dire. Vous réalisez que le bien portant est devenu un malade, que ses priorités ont changé, que ce qu'il apprécie dans la vie a changé. Vous réalisez qu'il a aujourd'hui une vision différente de ce qui est important dans la vie. Et voilà qu'il apprécie les rencontres. Des rencontres qui souvent sont avec des bien portants, tout mal à l'aise d'être assis devant ce malade, accueillant, souriant, quand il est bien soulagé, et qui vont faire avec lui, comme lui avec eux, une expérience importante, une expérience nouvelle, l'expérience d'une rencontre au-delà de ce que l'on fait, à l'intérieur de ce que l'on est.
Et voilà que ces moments de fin de vie deviennent des moments précieux. Des moments précieux pour ceux qui sont là, mais aussi des moments précieux pour ceux qui vont rester après que le malade sera parti. Je vous raconte une histoire. Voilà une petite madame qui est avec nous à l'unité de soins palliatifs depuis environ 8 jours. Elle est très souffrante, du moins elle l'était quand elle est arrivée. C'est une madame qui a une longue histoire d'utilisation de drogue. Elle est maigre comme un coucou et elle est un peu désabusée de la vie. La relation avec elle va prendre quelques jours à s'établir. Et puis, ça va mieux, la douleur s'en va. Et un beau jour, elle nous dit, vous savez, j'ai une fille, je voudrais la revoir. Nous ne le savions pas qu'il y avait une fille, c'est là qu'on vient de l'apprendre. Et notre travailleuse sociale se met au travail pour retrouver cette petite fille-là. Cela fait 10 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Elle est prise également d'un problème de drogue. On la retrouve. Et un beau samedi matin, l'ascenseur s'ouvre, et voilà une petite madame toute mince, toute maigre, et tatouée des oreilles aux orteils, qui sort de l'ascenseur. Et là, elle recule. Nous avons une infirmière costaude et joviale qui a très bien compris ce qui vient de se passer. Elle prend la fille dans ses bras. Et dans l'après-midi, il y a 2 femmes dans le lit, dans la chambre de madame. Cette madame et sa fille. Et elles vont passer l'après-midi à se raconter ce qu'elles ne se sont pas dit depuis 10 ans, où elles ne se sont pas vues. Et quelque part, à se pardonner de s'être disputées sur une ligne de coke. Le lendemain, la madame est morte. La fille repart dans sa vie à elle, mais je suis certain que cet après-midi a été suprêmement important pour les 2. Et que le deuil de cette fille ne sera pas la même. Et que le souvenir qu'elle aura de sa maman ne sera pas la même. Ce moment a été un moment précieux. Il y a des centaines d'histoires que je pourrais vous raconter sur le fait que ces moments sont des moments précieux. Mais si je m'élevais un peu au-dessus de l'expérience réelle, quotidienne, humaine, immédiate, je vous dirais qu'il est probable que la fin de la vie fasse partie des expériences signifiantes pour nous. La fin de la vie de nos proches, de nos parents, sont très probablement une expérience importante pour nous, qui vient ouvrir des portes qui ne s'ouvriraient pas autrement. On ne peut pas voir dans la fin de la vie que de l'ombre, que de la tristesse, que de la souffrance. On voit aussi quelque chose qui nous ouvre des portes et dans lequel on réalise un peu mieux, non seulement qui nous sommes, mais aussi ce qui nous construit. Et ce qui nous construit, c'est ce dialogue au-delà de la puissance, ce dialogue dans la toute impuissance face à la fin de la vie. La seule chose que l'on puisse faire, c'est d'offrir un petit morceau de soi-même, un petit morceau de présence, un petit morceau d'écoute, un espace à l'autre où il peut se déployer pour dire ce qui le fait souffrir. Et voilà qu'au centre de cette expérience-là, on se rend compte que quelque chose grandit en nous. Ce qui grandit, c'est notre capacité d'être humain. C'est un peu comme si notre humanité à nous, elle n'était pas derrière nous, mais devant nous. Comme si nous étions tous des êtres en évolution, des êtres non terminés. Ces êtres non terminés, voilà une occasion qui leur est donnée d'aller marcher un peu au-delà, sur un chemin peu fréquenté, sur un chemin que l'autre, malade, m'ouvre avec une infinie simplicité, quelque part avec une nouvelle générosité aussi. La fin de la vie peut être un moment précieux, doit être un moment précieux. Et j'ai réalisé, moi, assez tard dans ma vie, qu'il est impossible, qu'il est impensable de laisser ceux que l'on aime
mais aussi ceux que l'on ne connaît pas. Mourir seul, sans cet accompagnement, sans ce support, à la fois un support technique, à la fois un support humain, qui va permettre que pour eux, ces derniers moments aient du sens. Je vous remercie.